Hier, donc, nous avons expliqué que le Shulchan, l'Echem Apanim, quand il nettoyait le Beth Amikdash après la fête, c'était un sacré nettoyage, un sacré nettoyage. On avertissait les Kohanim, ceux qui n'étaient pas des Tamidei Chachamim, attention à vous, ne touchez pas la table du pain de proposition. Ne touchez pas la table du pain de proposition. On ne pouvait pas la mettre dans le mikvé, c'était trop lourd. Voilà, parce que c'était... Ne touchez pas la table du pain de proposition. Et la Gemara, elle dit, pourquoi ne pas toucher la table? Parce que c'est compliqué à l'amener au mikvé, etc. Et en plus, au Beth Amikdash, c'est bon. Parce qu'au Beth Amikdash, elle doit rester, Ve'aya, il est écrit sur le Lechem Apanim, le Shulchan Lechem Apanim, Ve'aya lifnei Adonai tamid, tout le temps. Alors là, la Gemara, elle dit, et la Menorah, la Gemara dit que la Menorah, elle était liée, comme elle était en face du Shulchan, elle aussi, il fallait faire attention, parce que dans la Braïta, il dit, pareil que il ne fallait pas toucher la table, il ne fallait pas toucher non plus la Menorah. Alors la Gemara dit, pourquoi la Menorah non plus? Parce qu'elle est devant le Shulchan, et le Shulchan, il est écrit dessus Tamid, donc même la Menorah. Tosfot, Rashi dit, regardez, l'octive Veu Tamid. Le Rashi des lignes larges, le dernier. Klomar, Tmidim Amorim Menorah lo Tamid. Yomam Valayla Kamarei la Tamid, Milayla Layla, qui Tamid Amur Barola Tamid, ou Bechavite Kohen Gadol Aval Bayom, lo Yadolek. Maintenant, il y a un débat entre Rashi et Tosfot très intéressant sur l'allumage de la Menorah. Est-ce que la Menorah était allumée 24 heures sur 24? La Menorah. Combien de fois on allumait la Menorah? Combien de fois on allumait la Menorah? C'est tous les matins. 2 fois par jour. Ouais. La Menorah, la Ketoret, le Korban Atamid, c'est 2 fois. C'est ce qu'on dit tous les jours. Korban Atamid, un le matin, un le soir. Tamid, le mot Tamid. Ketoret, Tamid, une fois le matin, une fois le soir, avant Mincha. C'est pour ça que tu dis avant Mincha, Tikon Filati Ketoret. Comme ma prière soit considérée comme de la Ketoret. Et l'allumage de la bougie, des bougies. Be'alotot Anerot. Babokir, Be'tivot Anerot. Ou Be'alot Aaron Anerot Ben Arbaim. Yektirena, c'est lié à la Ketoret. La question, est-ce que la Menorah, pour combien d'heures on mettait l'huile? Alors, Rashi dit. Alors, il a fait mode. Rashi dit. Sinon, c'est pas Tamid. Rashi dit, il a fait. Rashi dit que la Menorah, ce n'est pas un vrai Tamid. Pourquoi? Parce qu'il dit le soir, la Torah, elle exigeait de lui mettre une quantité d'huile qui va suffire jusqu'au matin. Tandis que le matin, on allumait symbolique. Tu ne mettais pas une quantité d'huile pour toute la journée. Tu faisais le geste d'allumer. Après, elle s'éteignait. Ça, c'est selon Rashi. Tosfot, il n'est pas d'accord avec. Alors, Rashi, il dit, regardez Rashi. Mais quand tu mettais jusqu'au matin, quand tu mettais le soir jusqu'au matin, est-ce qu'il fallait attendre qu'elle s'éteigne ou tu pouvais l'éteindre? Il mettait une quantité pour qu'elle s'éteigne. Ah, d'accord. Ils savaient exactement. Ah. Ils avaient une mèche. Ils connaissaient la capacité de la mèche. La mèche, elle était toujours de la même épaisseur. Ils savaient mettre exactement la quantité. Ils savaient que ça s'éteint. Alors, Rashi, regardez Rashi. Dans les explosifs, quand on mettait une mèche, et la longueur de la mèche, c'est le temps qu'on a pour pouvoir se souffler. Exact. C'est la mèche lente. Oui, tout à fait. C'est la mèche lente, Vous êtes dangereux, Marcel. Hein? Ouais. Tous ces airs comme ça tranquilles, là. C'est un guerrier, c'est un guerrier. C'est la mèche lente, méchante. Mélenchon. Il a été toujours de mèche avec Alors, l'idée, c'était que ça s'éteigne avant l'allumage de la. Alors attendez, alors voilà. Alors Rashi nous dit, regardez le Rashi, c'est très intéressant. Rashi dit, Aval bayom lo ayadolek. C'est fou. La menorah en journée n'était pas allumée. Des me'erev ad boker ketiv, ten la midat hashem en sheyesh ba,
כדי להידלק מערב עד בוקר. לפיכך כל היום אתה יכול לסלקה ולהטבילה. רש"י dit la menorah, même si elle est impure, tu peux l'enlever du temple et la ramener le soir. Tu l'as trempée au mikvé, tu la ramènes. Ça veut dire, le pain de proposition, il a besoin toujours d'être devant Hachem. Et c'est écrit Tamid, Lechem Tamid. Mais la menorah, puisque c'est que le soir la mitzvah d'allumer vraiment, la nuit, et la journée tu allumes que symbolique, ça veut dire tu mets un peu d'huile et tu allumes pour faire la mitzvah de l'allumage. Mais en journée, même s'il y a quelqu'un qui a touché, qui n'est pas pur, tu prends la menorah, tu la trempes au mikvé, tu l'essuies, tu la refais briller, tu la remets en place. D'accord, mais des Kohanim, ils viennent, ils la prennent. Ils rentrent 10 Kohanim, ils la récupèrent. Ça veut dire, ce n'est pas un si grand problème que ça. Parce que le mot tamid, il n'a pas été employé à propos de la menorah. C'est ce qu'il veut dire Rashi. Et Rashi te dit qu'il n'y avait pas de problème, elle était éteinte, tu n'as rien besoin d'éteindre. Pourquoi elle ne devait pas être allumée par la fin? Parce qu'il dit, c'est que Me'erev ad boker, la Torah, elle a dit. La Torah, elle a dit du soir au matin. C'est vrai, le matin, tu allumes, mais très peu, parce qu'ils allumaient à l'aube. Donc, il faisait encore obscur. En dehors, il faisait obscur. Donc, on mettait une quantité d'huile qui suffisait pour 1 heure, 2 heures. Donc, le soleil monte et c'est bon. C'est-à-dire, en fait, Ça, c'est selon Rachid. Toi, tu n'es pas d'accord avec, on va voir. c'est-à-dire le fait de dire seulement que le shulchan il était tamid, ça veut dire que la menorah, par conséquent, elle n'était pas tout. Elle n'est pas tamide, voilà. D'accord, mais Ça, c'est Rachid. Attendez, Ça, ça, c'est c'est Rachid. Tosfot, regardez Tosfot. Qu'est-ce qu'il y a? le Corban Tamid alors. Laisse le Corban. Maintenant, on est pas du. Non, c'est-à-dire qu'il était fait toute la journée, on prenait le Non. temps de le faire toute la journée. Non, donc pas c'était du soit tout. 1 heure, c'était terminé. Pas du tout. Parce Tamid. qu'il s'appelle Tamid aussi. Non, tu as raison. Il y a fait mode. C'est dans Ah, un autre sens. il pose une bonne question, Charles. Charles, il dit dans le pain, il est écrit Ve'aya. Ce n'est pas écrit le faire Tamid. Ve'aya, présence Tamid. Tamid, ça a plusieurs choses. Tamid, c'est tous les jours. Aruchat Tamid. Le repas aussi s'appelle Tamid. Shivit et Adonai, le Negdi Tamid, c'est autre chose. C'est mettre Hachem. C'est comme le pain. Toujours que Hachem soit devant toi. Ve'aya, l'ifne Hachem Tamid. Quand je te dis Ve'aya, les fanav Tamid, c'est ou même dans le tzitz qu'ils mettaient. Ve'aya al mitzrot Tamid. C'est tout le temps. C'est pas comme que tu dis Korban Tamid, il est fait 1 demi-heure par jour et tu appelles Tamid. Parce que là-bas, le Tamid du jour, c'est chaque chose d'après son sujet. Quand je te dis Ve'aya l'ifne Hachem Tamid, ça veut dire toujours présenter devant Hachem. C'est pour ça que le pain, tellement il fallait faire attention qu'il soit toujours devant Hachem, que quand on changeait le pain Shabbat, on amenait le nouveau pain Shabbat. Alors il était posé sur la table, il y avait le pain de proposition. On ne ramassait pas le pain comme ça et on mettait l'autre pain. On faisait comme ça. On le glissait en dessous. Et l'autre, il se retrouve. Ah, on le sortait pousse. de l'autre côté. Et on le mettait en Et il y avait un contact. Cohen qui le récupérait de l'autre côté. Pourquoi? Pour qu'il est toujours sur la table de pain de proposition. Qu'il ne soit pas une seconde vide. Il y a 12, ça. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'histoire de Hanouka, ils ont trouvé une fiole. Oui. Ils ont dit le miracle, c'est qu'elle est restée allumée 8 jours pour les 8 jours. Ouais. Mais elle est allumée du matin jusqu'au soir. Non. Parce que pas se réveiller. Non, oui, il y avait la place pour 8 soirs. Il y avait La fiole, elle est restée allumée 8 jours. non, mais elle n'est pas restée allumée. Tous les soirs, ils éteignaient. Elle se allumée toute seule. Et non, Ah, ils allumaient pour 1 demi-heure parce qu'ils n'avaient pas assez. Ils mettaient une petite quantité. Ça, l'histoire. Et tous les soirs, ça restait allumé. Et il te disait que Voilà. Il y a ça. Il y a 500. Il a allumé, elle a rallumé. Il y a 500 explications, que tu saches. Il y a 500 explications comment Tu as le raison, mettre. c'est ce qu'on a toujours appris. Oui, Et Rachid, pendant une semaine, Il il y a restait pas de garde. restait chaud. Oui, oui, d'accord, on va voir tout de suite. c'est pour ça que On va voir après. Ça, c'est Ah, un ça autre vient sujet. de là, alors que la lumière de Hanouka qu'on allume, il faut au moins 1 demi-heure. Au moins 1 demi-heure, voilà, 1 demi-heure Ça vient de d'allumage. là. Tu vois, un allumage, c'était 1 demi-heure, comme celui-là. Tosfot, il n'est pas d'accord. Charles, viens écouter Tosfot. Menorah. Menorah l'oktiva tamid. Regardez Tosfot. Piresh Rashi. Des tamid irtiv valodamel et tamid de Shulchan. Le tamid qui est écrit dans la Menorah, il ne ressemble pas au tamid de Shulchan. Parce que chaque tamid, c'est son sujet, d'après son sujet. Le Shulchan, il écrit Ve'aya. Ça veut dire qu'il doit rester là toujours présent. Tandis que la Menorah, Ta'ay tamid mila il est avec moi la tamid. C'est comme une rola. Une rola, quoi? C'est 20 minutes, 1 demi-heure pour la préparer. C'est pas. ובחבית הכהן גדול, אבל ביום לא היה דולק. דמערב עד בוקר כתיב. תן לה מידתה מערב עד בוקר. אם כך כל היום יכול לסלקה. אבל תמיד האמור בשולחן, le tamid qui est écrit dans le shulchan, כל היום וכל הלילה,
שהלחם נסדר עליו משבת לשבת, de Shabbat en Shabbat. ויקשה רבי אלחנן, רבי אלחנן, il pose une question. דעה במסכת תמיד, משמע דנר מערבי דולק כל היום, שממנה היה מדליק ובא היה מסיים. ומסתמה מתמיד נפקא. Le Tosfot n'est pas d'accord. Il dit qu'il y avait une bougie sur la menorah qui était allumée tout le temps, 24 heures sur 24. Et de cette bougie, on commençait à allumer les autres. Ça veut dire qu'il y avait un feu existant. Alors il dit, comment tu vas prendre cette menorah si elle est devenue impure? Tu ne vas pas éteindre la bougie, elle doit rester tout le temps. Donc il y a le mot tamid même dans la menorah. Ça, c'est la question de Tosfot. Il n'est pas d'accord avec Rachid. C'est le shamash. Alors, l'autre caché le Rabbi Hanan, ala, dea ketiv merev ad boker, veshiaou chachamim midata, le chatzi loug. Et on sait que chachamim, il disait chaque fois que tu verses, tu mets un demi-loug. Donc, un demi-loug le soir, un demi-loug en journée aussi. Tu ne vas pas réduire la quantité. Et je commande mikol makom lo ayabat fe mi beshar nerot. Ou mikol makom mi mele mahmat anes dolek kol hayom, ou beshar shelo haya anes dolekim ota baboker kedei adik mena acharot. Il dit Tosfot, c'était qu'un certain moment que Am Israël était méritant, la bougie du milieu ne s'éteignait pas. Mais sinon, elle s'éteignait, il fallait l'allumer. Et là, il y avait des moments, un parcours que la menorah était éteinte complètement. Il y avait un moment dans la journée, il se remet d'accord avec Rachid. Tout ce qu'on dit qu'il y avait des miracles, c'était quand Am Israël était tzadikim. Sinon, c'était une menorah classique qu'on allumait. Exactement, une menorah classique qu'on allumait. Qui s'éteint tout naturellement. Il n'y a pas de nez particulier dans cette menorah. Rabbi Hanina Sgan Kohanim, il témoigne qu'à son époque, une fois le Ham Israël était tzadikim, il dit la bougie du milieu est restée allumée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, pas 8 jours de Hanouka. De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, toute l'année elle est restée allumée, 365 jours. Moi, j'ai allumé pour. C'est fou. J'ai édité le livre d'un aïeul de ma femme. Et sa Azkara était le 4 Sivan. J'ai voulu allumer une bougie. J'ai pris les bougies que ma femme elle allume. Shabbat, 6 heures. Tu sais, la bougie, 6 heures. J'ai allumé, j'ai dit, Yehud l'a dit. J'ai allumé à 9 heures du soir. Le lendemain, je me lève à 7 heures du matin, elle est allumée. Je deviens fou. Mais c'est une bougie de 6 heures. Ça veut dire qu'elle aurait dû s'éteindre à 2 heures du matin. Là, il est 7 heures du matin et elle est allumée. Je viens au Beth Midrash, je finis le shiur, je rentre à la maison. 7 heures du soir, elle est encore allumée. Et elle s'est éteinte à 9 heures du soir. 24 heures. Elle a duré 24 heures. Une bougie de 6 heures. Avec une belle flamme. Non, mais la quantité de cire qu'il y a. Ah ouais, c'est calibré. La Hein. qualité. Avec nous, c'est ta C'est- femme c'est qui l'a vrai. changé la bougie. 6 heures, elle a duré 24 heures. J'ai dit à ma femme, c'est Hanouka. C'est Rachel qui a changé la bougie, je te dis. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, alors bon, alors on avertissait toujours les Kohanim, attention, si vous allez toucher le Shulchan, il va y avoir une catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on fait? Il ne peut pas y avoir une erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Zéro. On n'a pas le droit à l'erreur. Ça veut dire qu'il y avait un Kohen qui faisait très attention, qui guettait quand il nettoyait Un mefaket. un mefaket. Ça veut dire qu'il guettait que personne ne s'approche de l'environnement du Shulchan pour ne pas qu'on touche. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, et puis après, et s'il touche? On a une règle, quelque chose de très lourd, qui est fait pour être posé, ne jamais bouger de sa place, qui ne reçoit pas de tout moi. Si par exemple, tu as installé, vous savez, il y a dans les maisons, dans les belles maisons, à l'ancienne, il y avait les tables en marbre. Une table en marbre, elle pèse 1 tonne. Ou un piano à queue, Ou un piano à queue. Tu n'es pas censé le bouger de sa place. en principe. En principe, il ne bouge pas. Dans la cuisine, l'îlot. L'îlot central. L'îlot L'îlot central à la central. cuisine. Ouais. Oui, sur les roues. Il est sur des roues. Sur les roues, il est fixé, c'est avec du marbre comme ça, c'est énorme. Non, s'il est fixé, il est fixé. Non, mais on te dit même s'il n'est pas fixé. Ah. Mais il est censé. J'ai donné l'exemple hier de cette cuisine. Il est très lourd. Quoi. La cuisinière ici, qui a ici, toute la cuisine, c'est Ikea. Tu fais comme ça, elle bouge. Mais on l'a mis, comme il y a le robinet déjà fixé là-dessus avec le tuyau, même qu'elle, elle bouge, on n'a fait pas bouger.
D'après la halakha, s'il y a une Touma Atmet, ce n'est pas considéré comme du mobile qui reçoit de la Touma. Pourquoi ça s'appelle Keli Arasu il est Nachat? Un Keli qui est pour rester dans sa place, qui n'est jamais censé à le faire bouger. Ce pas Thomas. Par exemple, une armoire, elle ne reçoit pas de Touma. C'est vrai qu'elle se monte, mais elle n'est jamais censée à bouger tant que tu es dans la maison. Jamais tu as un intérêt de bouger l'armoire. Même quand tu fais la peinture de la maison, tu fais la peinture et tu laisses l'endroit de l'armoire. Tu ne démontes pas l'armoire pour faire la peinture et tu remets l'armoire. Il faut être fou pour faire ça. Tu laisses. Donc, même qu'en théorie, tu peux la tirer si tu veux. Ça s'appelle Keli Arasu et Lenachat, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Alors, on te dit, la table où on mettait le pain de proposition, c'était une table en or qui pesait 1,5 tonnes. On marque pas, elle n'est jamais censée à bouger de sa place. Pourquoi tu dis, tu avertis, même si le Cohen l'a touché, il ne la rend pas ta main. Alors la Gemara, elle a répondu, elle a dit que non. Une fois dans l'année, ou 2 fois dans l'année pendant les fêtes, quand il y avait les pèlerins qui venaient, les Kohanim, ils levaient la table et ils faisaient une démonstration des ustensiles de l'intérieur et ils disaient, la table, le pain de proposition, il était comme s'il sortait de la boulangerie. Il y avait de la vapeur pendant une semaine. Et il montrait à tout le monde, il disait, regardez, avant d'amener le pain frais, ce pain, il a déjà 4 jours, 5 jours. Regardez comment il reste frais devant Akadosh Baruch Hu. Et tout le monde regardait, ça renforçait les gens en Emouna. Donc, comme la table, d'ailleurs, c'est pour ça que dans la table, quand vous voyez le dessin de la table du pain de proposition, regardez le Shulchan, il y a toujours les deux barres, les portants. Pourquoi? Parce qu'il le portait. Pédagogiquement, pour montrer au peuple. Parce qu'un Israël, il ne peut pas rentrer là-bas. Exactement, un Israël, jamais il peut rentrer. Donc, on Cohen, faisait sortir, il faisait une démonstration comme ça dans la Hazara et il ramenait. Ouais, c'est magnifique. J'ai trouvé extraordinaire ce que vous avez dit hier, justement, pour que vous avez cette idée-là que ça ne bouge pas, que c'est comme si c'était lié au carcar. Au carcar. Et donc, ça ne peut pas. Oui. Alors là, tout est. Derrière Rabbi Yoshua, regardez au milieu de la page. Tosfot et Derrière Rabbi Yoshua ben Levi. Nes gadol naasa belechem apanim kesiduro karsiluko sheneemar lasum lechem chom beyom ilakecho. Il dit, tout est, ça veut dire tout, pour montrer aux gens le pain, donc il faisait ça. Maintenant, Tosfot, il a posé encore une question très intéressante. Tosfot, il dit, pourquoi tu dis que le Shulchan Lechem Apanim, il dit Tosfot, qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Il bougeait d'un endroit à l'autre, n'est-ce pas? Alors il fallait le tremper au mikvé chaque fois. On ne sait pas. Quand il bouge dans le désert, où il va, ou par quoi il passe. Il dit, ça ne s'appelle pas un Keli Arasu et Nachat, puisque dans le désert, 42 fois, ça bougeait sans arrêt. Il y avait des migrés dans le désert? Hein? Il y avait des migrés dans le désert? Non. Est-ce que la table pesait 1,5 tonnes? Si, ils avaient. Ah, tu as raison, tu poses une bonne question. Je crois que les femmes, elles se trompaient dans le puits de Myriam. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Bonne question. Est-ce que le puits de Myriam, c'était comment le puits de Myriam? C'était un puits où on puisait de l'eau. Comment les femmes le faisaient quand elles s'en nida? C'est ça? Et pareil que les femmes. Et Tout les lépreux, et les. Tout est migré. Combien qu'il y avait? Tu vois bien que Myriam, elle était lépreuse. Elle a attendu 7 jours. En Israël, a attendu. Est-ce qu'un migré peut être portatif? Techniquement. Techniquement, oui. Ah, on a le droit. Mais non. Mais quand il est portatif, tu ne peux pas tremper là-dedans. Ah bah, c'est pour ça que je te pose la question. Mais s'il s'installe, il s'installe. Quelque chose qui s'installe et qui repart, est-ce que c'est. C'est une bonne. Peut-être il pleuvait à cette époque-là. Le Midrash il raconte qu'il y avait des fleuves entre chaque tribu. Oui, d'accord. On dit que la manne, le matin, elle fondait et devenait un fleuve. Ah ouais. Ouais. De 8h à 10h. Déjà, la manne, c'est différent. Soyez à l'heure. Sinon, vous mourrez noyé.
Pour moi, la question de Tosfot, ce n'est pas une question. Tu sais pourquoi? Pour moi, la question de Rabbi El-Hanan, je peux répondre. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi El-Hanan, il dit, ça bouge. Moi, je ne regarde pas sur la réalité que ça a bougé. Moi, je regarde le but. En théorie, C'est ça, il va en venir à quoi? c'est le Ham Israël qui bouge parce que Kadosh Baruch Hu leur dit de bouger. Mais si Hachem ne leur disait pas de bouger, 40 ans, ça ne bouge pas. Donc, de lui-même, il n'est pas fait pour bouger. Par nature, je veux dire. Par nature, il ne bouge pas. Klia Asou, il est narat. Lui, il est fait pour être posé. C'est Hachem après qui a imposé. Parce qu'une armoire, la définition, est-ce qu'elle reçoit la tourma? C'est pas combien de fois elle a bougé. Comme le Mishkan. Par nature, c'est quelque chose de fixe. On devait le démonter, le remonter à chaque fois. Mais il a été construit d'une manière pour pouvoir le démonter. Oui, mais c'est quand même une maison, c'est pas fait pour démonter et remonter une maison. C'est portable. Ou alors, pour le Mishkan, ce n'était pas exactement les mêmes lois. On peut poser la question, comme il y avait les porteurs sur le Shulchan, il y avait des porteurs, des barres. Donc tu vois que quand il y a des barres, c'est-à-dire c'est fait pour bouger. Oui, C'est ça là, c'est comme ça qu'il aurait dû poser la question, Rabbi El-Hanan. Et une attention dans la structure. Oui, d'ailleurs, ça va pas à l'encontre de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dans sa nature première, toi tu parles de la nature première et de l'utilisation qu'on en fait ensuite. La nature première, vu qu'il est construit avec ses barres, c'est qu'il s'est prévu pour être porté. Dans sa structure première. Ouais. Dans la deuxième structure de Shlomo Hamelech, c'était que pour la beauté, c'était. Parce qu'il y avait déjà le Beth Amikdash. Alors je peux comprendre. C'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi il y avait des portants? Que Quand il y avait le Beth Amikdash, bah oui, même le l'arche. Shulchan, normalement, il bouge plus. Shlomo Hamelech, il a fait un deuxième. Shlomo Hamelech, il a fait un deuxième arche. Bah oui. Comment ça? Quand Shlomo, il a créé, il a fait des chérubins en or. Peut-être qu'il n'y avait pas un deuxième arche. Amène la Bible derrière toi, non, la noire. Hein? C'est une aventure. Je comprends qu'il fallait une friperie pour faire ce travail-là, c'est impossible. Et la technicité de chaque chose. J'en aurais été incapable. Spielberg, il était très inspiré. Hein? Spielberg. C'est vrai. À savoir si c'est pas un Cohen. C'est une question, Rav Yaakov. Ah, Rav Yaakov. Quoi J'ai une question. Pourquoi On ne sait pas comment augmenter le sang. Il n'y a pas. On dit que Shlomo a fait les Krovim. On n'entend pas, attends. Vas-y, redis. On dit que Shlomo a déjà fait les Krovim. C'est ce que vous avez dit, que Shlomo a fait les Krovim. Il y a une baffe, je ne sais pas, on dirait qu'elle ne marche pas. On n'entend pas. Non, mais c'est pas chez eux. Même si écrit, on ne l'entend pas. On a un problème chez nous. Bon. C'est pas. Je voulais dire que tous les Kélim étaient déjà faits du Mishkan depuis le Midbar. Bon. Non, il doit avoir derrière un micro. Derrière la télé, il y a un micro qu'on entendait toujours. Le maximum. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre paramètre sur l'écran? Hein? Ça, c'est rien, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'il faut augmenter. Ah. Alors, à mon avis, le son aussi. Voilà, il est à 100. Non. Bon, j'entends pas, je suis désolé. Ouais, vous m'entendez? On va en WhatsApp sur le groupe. Et on transmettra. On va transmettre au gabaï pour le matériel. Bon, c'est pas écrit s'il a fait un arche, un second arche. Mais en tous les cas, des chérubins, il l'a fait. La table du pain de proposition, il l'a faite lui-même.
Ah, du temps du roi David, pendant sa royauté, il n'y avait Pas David, de Shlomo. Shlomo, mais il n'y avait pas de. Ah voilà. Vayas, alors regardez qu'est-ce qu'il a fait Shlomo. Il a fait et kol hakelim asher bet Hashem. Il a refait le Mizbeach Hazar. Il a refait la table du pain de proposition. Il a fait 5 ménorotes à droite, 5 à gauche. Il en a fait 10 ménorotes. Mais il n'a pas fait, c'est pas écrit qu'il a fait l'arche. De nouveau. Donc ça veut dire que l'arche, le Echad, il est d'origine depuis le début. C'est le même, apparemment. apparemment. Alors maintenant, la Gemara, elle pose une autre question. Veti pouklei mishum tzipui. La Gemara a dit, La question de Raphaël. oui, la question de Raphaël, c'est quoi? Pourquoi il a refait les Kélim alors qu'ils existent déjà depuis le désert? Ah, bravo, très bonne question. Les Kélim au désert, Am Israël n'avait pas assez de moyens. Selon les capacités et la richesse du Am Israël, il fallait faire quelque chose qui, en plus, les dimensions étaient beaucoup plus petites. Le Mishkan et le temple de Salomon, c'était deux choses différentes dans leur dimension et dans leur grandeur. Donc, il fallait faire quelque chose qui était plus adapté et plus beau et plus grand. Tandis que dans le désert, c'était petit. Et après, dans le truc hérodien, ça a changé encore plus le temple. Le temple à l'époque de Hérode, Hérode a fait une grande cour qui faisait 144 000 mètres carrés. Vous imaginez un peu la construction. Il a pris une montagne qui était comme ça, il a mis autour une muraille, 435 mètres, 435, 435, il a fait un grand carré, il a fait des arcs, des arches, il a rempli de la terre en haut, et il a fait une esplanade énorme, un plateau qui fait 144 000 mètres carrés. Et le Beth Amikdash au milieu. Sans une goutte de ciment, que de la pierre, une dans l'autre. Sinon, sans un tracteur qui lève, C'est ça. Hérode, c'est un travail de Romain. Hérode, Non, Hérode, c'était le plus grand. Constructeur. Question de Raphaël. Les mesures des Kélim sont déterminées par la Torah. Non. Il y a une chose d'après la Torah qu'il faut faire attention, c'est que quand on construit le temple, c'est que le Misbéach, il doit être dans la place où Abraham a voulu sacrifier son fils. C'est tout. Après, tu peux tout changer. Que le lieu du Misbéach, il n'a pas à bouger. Et évidemment, le Kodesh HaKodashim. Tout le reste est flexible. La grandeur, la dimension, tout joue. Tout peut être d'une manière différente. Mais ça doit être proportionné. Ça veut dire les mesures, elles vont prendre en considération les besoins, l'idée, comme elle doit être. Ça veut dire, c'est pas comme aujourd'hui quand il y a un Mahatsev ou une Mahatsev d'un appartement, il rentre, il déplace la cuisine dans l'autre chambre. Non. Le lieu de la cuisine doit être dans tel endroit. À gauche, à droite, l'homme gêné. Mais si tu veux le faire plus grand, il n'y a aucun problème. Tu peux tout changer. Et puis, ce qui peut déterminer aussi la grandeur de l'ustensile du Kéli, c'est le contenant. Or, les contenants sont spécifiés. Tu veux éloigner, tu vois la muraille d'aujourd'hui, tu veux agrandir on veut agrandir, par exemple. Imaginez-vous maintenant, Mashiach arrive, il va y avoir très à métier, mais je ne sais pas moi, 500 millions de juifs, ça fait un demi-milliard. Pour rentrer, tu ne peux pas. Il faudrait prendre le kotel. On va prendre le kotel, c'est quoi? C'est une limite. C'est une limite. Il s'appelle kotel Maharavi. D'accord? Pourquoi Maharavi? Nous, on prie au Mizrach. Mais quand tu es au temple, quand tu es dans le temple, c'est ton côté Maharav. Mais nous, on prie au Mizrach. Notre but à nous, ce n'est pas le kotel, c'est d'aller derrière le kotel. Maintenant, quand il va y avoir, j'essaie de m'imaginer, quand il va y avoir Mashiach, on aura besoin d'agrandir encore l'esplanade. Pour gagner de la place, on va prendre tout l'endroit où il y a le kotel, on va mettre des arcs, d'accord, des arches. On va remplir, on va continuer la même idée de Hérode, et on va compléter jusqu'au niveau du Rova Yehoudi,
On va faire une esplanade énorme. Si, on va faire par exemple une esplanade qui fera, je ne sais pas moi, 1 million de mètres carrés. Aujourd'hui, elle fait 144 000 mètres carrés. 144 000. Tu feras 1 million de mètres carrés. Tu peux mettre 4 millions de personnes sur place, ça suffit. 4 dans 1 mètre carré, ça suffit. Combien fait l'esplanade de 144 la cupule 144 000 mètres carrés. Mais il y a dedans aussi des mosquées construites. D'accord? Plusieurs mosquées. À l'époque, ça veut dire que sur 144 000 mètres carrés, en théorie, tu mets 4 personnes dans 1 mètre carré. Debout, qui se tiennent debout. Bien. Je prends 1 mètre carré. 1 mètre carré. Ça, c'est 1,20 sur 60. D'accord? Tu prends encore une table. Tu peux tenir dedans 4 personnes, à peu près. Il dit comment ils se permettent de modifier ce qui est déterminé par la Torah. Ça n'a pas été déterminé. Non. La Torah, elle a donné des limites par rapport aux besoins. Elle n'est pas venue limiter. Elle est venue dire pas moins que ça. Mais elle n'est jamais venue limiter. Elle n'est jamais venue dire ça doit être que comme ça. Non, c'est vrai que dans la Tu vois, regarde Ézéchiel. Ézéchiel, il donne d'autres dimensions. Le Rambam, il nous parle des dimensions. Il dit tout peut changer. Regardez la preuve, la simple preuve. Mais par contre, tout ce qui est ustensile, on ne touche pas. Non, si, le misbéach. Prenez le misbéach de Moshe Rabbeinu. Pourquoi faire autant de détails, de trucs? Bezalel était. Non, Bezalel, il a fait des détails. Nous, on ne tient pas compte. Quand vous prenez le misbéach, l'hôtel au désert, il fallait le porter. C'est flexible. En fait, c'était un grand carré où on remplissait avec la terre battue. Quand le Ham Israël il bougeait dans le désert, il levait tout ce qui était l'extérieur en cuivre, mais il ne levait pas avec la terre. Quand il arrivait dans un endroit, il remettait des sacs, il versait des sacs de terre dedans pour le remplir. Misbéach Hanechochet. Il était petit à l'époque. Combien il faisait? Il faisait 3 amot de hauteur, 1,5 m. Celui de Hérode, 5 mètres de hauteur. La rampe qui montait pour arriver, elle faisait 20 mètres. Mais quand tu as besoin d'amener, la Gemara, elle te parle des dernières années de Agrippa, le second Agrippa, qui était roi, qui était responsable, les Romains l'ont nommé responsable sur le temple. C'était le roi du Golan. Le deuxième Agrippa, c'est le fils du premier Agrippa. C'est arrière-petit-fils de Hérode. Il n'a plus Romain, il était roi au Golan, et les Romains lui ont donné, il n'y avait plus de roi déjà dans la Judée, il y avait déjà les Romains qui se sont imposés, et lui, il s'appelait roi. Ils lui ont donné roi, et il était le gardien de la clé du temple, c'est-à-dire, les Romains ont compris que c'est un juif qui gère, donc c'était lui. Donc Agrippa, il demande de savoir, il veut faire un constat pour les Romains et pour lui, combien de Juifs sont montés à Jérusalem? C'était dans les dernières années avant la destruction du temple. Il fait le calcul, il fait le compte, il dit prélevez-moi, il demande au Kohanim couper un petit morceau du rein de chaque Corban Pessah qu'on amène. Et chacun vient, il coupe, il jette. Le lendemain du Seder, il compte combien de morceaux il a? 1 200 000 morceaux. Et il n'y a pas un Corban Pessah moins de 10 personnes. Donc, il y a eu 12 millions de pèlerins à Jérusalem, au minimum. 12 millions de Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire 12 millions de Juifs? 12 millions de Juifs sont venus faire la fête à Jérusalem. Et c'est exact. D'après les comptes qu'on a chez les historiens, le monde, l'Occident, on ne sait pas la Chine, etc., mais on parle de l'Occident et des pays. Les Romains ont estimé à l'époque, des écrivains romains, des historiens de l'époque, ils ont estimé la population mondiale à l'époque, dans l'année de la destruction du temple, 350 millions de personnes dans le monde. Les Juifs, il y avait 15 millions. Ça veut dire que les Juifs étaient 5% de la population mondiale. C'est beaucoup. Aujourd'hui, ça veut dire, d'après ça, aujourd'hui que la population mondiale est 8 milliards, on aurait dû être environ 300 millions de personnes. Un peu plus. On influence le monde comme si on serait le 50% de la population. Oui,
Parce que bon, Technologie, dans l'éducation. c'est vrai, ça c'est une autre chose. Mais même dans le nombre, il y a énormément de juifs assimilés. Quand tu regardes le judaïsme italien, fais un exemple. Regarde, prends deux communautés juives. Prends deux communautés juives. Prends la communauté juive ashkénaze polonaise, d'accord? En Pologne, le judaïsme ashkénaze, il y a les Romains qu'ils amènent avec eux en année 69. Le temple a été détruit en 69. En 69, ils amènent avec eux à Rome entre 20 et 30 000 esclaves d'Israël, des juifs guerriers qui ont été soumis. Quand tu vas dans le portail de Titus, tu les vois comme ça, la tête baissée, menottés derrière, on les amène à Rome, d'accord? Il y a une communauté ashkénaze parallèle, juifs de France, juifs d'Allemagne. Ils sont à peu près le même niveau, d'accord? Le judaïsme ashkénaze, en 1939, 19 millions de juifs. 19 millions. Avec les croisades, avec judaïsme ashkénaze, 19 millions. Judaïsme séfarade, 1 million. Judaïsme italien, 25 000. Pourquoi? Parce que l'assimilation, elle les a bouffés. Ça veut dire qu'il y a un homme, il avait 6, 7 enfants, 5 lâchés, et il y avait un qui restait. Tout cela se sont mélangés dans la population italienne. Aujourd'hui, il n'y a pas un Italien qui n'a pas un ADN juif. Ça n'existe pas. Tous les Italiens, comme que vous dites, tous les Portugais, avec les Maranes, tous les Espagnols, ont du sang juif. C'est... Bon, maintenant, il n'y a rien à faire. C'est l'assimilation, c'est l'assimilation. Au Portugal, ils ont fait des tests ADN. Sur 1140 personnes, ils ont trouvé que 25% de la population en Portugal porte le même ADN exact que les Juifs d'Afrique du Nord. Ça veut dire que les Juifs d'Afrique du Nord, ce sont des rescapés de l'Espagne. C'est connu. Ils ont exactement le même ADN que les Juifs du Maroc. C'est que ça veut dire 1 sur 4 Portugais, ils portent à 100%. Ça veut dire 100% l'ADN, c'est pas des mélanges. Je ne te parle pas maintenant des 20%, je te parle 100%. Il y a Après, bon. 80%, 70%, Ouais. c'est encore. Bon, en tous les cas, ça, c'est le Ham Israël. Il y avait des quantités énormes de juifs dans le monde à l'époque. Tu vois, Internet, c'est 30%. Où? Au Portugal. Portugal et Espagne. Oui, plus de 30%, tu vois. De la. Oui. Tu as raison de dire que je suis un peu italien. Peut-être. Au Pas la même, hein. Portugal. Oui, mais c'est exactement ça, c'est ça. Il y a même Ronaldo, il est. Hein? Gitans. Des gitans. Pourquoi? Je sais pourquoi. Mais pourquoi les gitans ils portent l'ADN juif? Tu sais pourquoi? Parce que les gitans, c'était un peuple de nomades, ils volaient des juifs. Des filles juives mignonnes. Ils tournaient, ils faisaient des cirques en Europe. Dès qu'ils voyaient une fille, c'est comme il y a d'histoires de familles juives que leurs enfants étaient volés par les gitans à l'époque. Pourquoi les juifs ont tellement peur des gitans? Parce que les gitans volaient les enfants. Mais c'est quoi? Il y a 100 ans ou il y a 300 ans? Il y a 200 ans, 300 ans, ils volaient les enfants. C'était connu. Je ne peux pas prendre ça. les voleurs de poules, mais c'était C'est d'autres poules. Mais Ram, les Gitans, ce n'est pas une tribu à nous, justement, qui était. Ah non. Non, la Tziganie, c'était un pays. La Tziganie, c'était un pays qui est dans la frontière de la Roumanie. Roumanie-Hongrie, entre la Roumanie et la Hongrie, il y a De l'Est. une terre qui s'appelle la Tziganie. C'était les Gitans. La Tziganie. Et souvent, d'ailleurs, ils sont roumains d'origine. Ils sont roumains, c'est pour ça qu'on les appelait les Roumains. Roumains. Les Roms. Les Roms. Les Tziganes, on appelle les Roms. En Roumanie. Bon, en tous les cas, c'est fou. Quand les Romains ont fait la conquête de la Roumanie, Les Romains, ouais. il y a à Rome, il y a une tour, pas une tour, comment on dit, Un obélisque. un obélisque Comme un obélisque. énorme
Et il y a toute l'histoire de la conquête de la Roumanie en dessin, écrit là-dessus. Elle fait, je sais pas moi, 7-8 mètres de hauteur. Tu as vu ça à Rome? Toute l'histoire de la conquête de la Roumanie. Bien sûr. Et la Roumanie s'est fait appeler Rome, en fait, parce que c'était une des premières conquêtes et ils étaient C'est la influencés. place où Mussolini parlait. Tu sais, il y a ce balcon là. Et d'ailleurs, Toute la conquête. le roumain, c'est une langue latine, en plus. Ouais. L'influence de Rome. L'influence de Rome. Bon. En tous les cas, alors maintenant, la Gemara va poser une autre question intéressante. D'où je sais, alors, la Gemara dit, mais la table du pain de proposition, elle recevait la Touma, même sans qu'elle bouge. Pourquoi? Parce qu'elle est plaquée d'or. Tout ce qui est plaqué reçoit une Touma. Alors, C'est oui. c'est plus difficile. Alors, on va voir, justement, demain, on va voir le sujet de ce qui est plaqué et ce qui n'est pas plaqué. Avec ça, on va finir, Bezrat Hashem, la Maseret, et on va commencer. Bon, on va finir cette semaine, on va finir les sujets qu'on a à terminer. Et la semaine prochaine, on commencera Maseret et Rouvin, Bezrat Hashem. Donc, très bien. On va donner